Bonjour, on va commencer aujourd'hui une nouvelle leçon sur les lentilles sphériques minces convergentes. Alors, grand 1, généralité. On va parler des lentilles sphériques. Alors, une lentille sphérique est un milieu transparent et homogène limité par deux faces sphériques ou par une face sphérique et l'autre plane. Alors, on a donc deux sphères. Les deux sphères vont se rencontrer et lorsqu'ils vont se rencontrer, on aura la rencontre des deux sphères nous forme la lentille sphérique. Alors donc pour une lentille sphérique, alors c'est un milieu transparent qui laisse passer la lumière et elle a une épaisseur E, elle a un centre qu'on appelle centre optique. Alors pour cette face sphérique, elle a le centre C1 et le rayon de courbure R1. De même, l'autre face de la lentille a aussi un centre C2 et un rayon R2. Alors, les deux centres C1 et C2 et le centre optique de la lentille forment ce qu'on appelle l'axe optique principal. Donc, c'est l'axe qui passe par C1 et C2 et le centre optique de la lentille. E est l'épaisseur de la lentille, E le centre optique de la lentille, R1 et R2 sont les rayons de courbure des deux faces, et C1 et C2 les centres des deux faces sphériques. Alors, on va parler des lentilles minces. Alors, mince, ça veut dire son épaisseur est faible devant les deux rayons de courbure des deux faces sphériques. Donc, définition, ce sont des lentilles sphériques, tout d'abord, mais d'épaisseur E négligeable devant les rayons de courbure R1, R2 des deux faces sphériques. Alors, on va distinguer deux sortes de lentilles minces. Il y a ce qu'on appelle les lentilles convergentes qu'on va étudier dans cette leçon parce qu'on va s'intéresser seulement aux lentilles sphériques minces et convergentes. Donc, pour les lentilles convergentes, ce sont des lentilles avec des bords minces. Vous voyez bien que si vous partez toujours du centre de la lentille et vous allez vers les bords, vous trouvez que les bords ont une épaisseur faible par rapport à l'épaisseur de la lentille. Donc ce sont des lentilles minces, avec des bords minces. Alors, là, les bords minces, ici les bords minces, ici aussi, on a des bords minces. Donc on distingue trois types de lentilles minces convergentes. Alors, il y a ce qu'on appelle les plans convexes. Alors, tout d'abord, parce qu'on a dit qu'une lentille peut être sphérique, peut être constituée d'une face plane et de l'autre qui est sphérique. Alors, ici, la face plane est cette face, et l'autre qui est sphérique est celle-là, donc on l'appelle plan convexe. Alors là, vous avez les deux faces sont sphériques, donc c'est une biconvexe. Alors là, une autre forme de deux faces sphériques, c'est ce qu'on appelle la ménisque convergente. Alors, on ne va pas donc symboliser les lentilles de cette façon, on va prendre un symbole général pour les trois sortes de lentilles, et c'est ce symbole. Alors, ce symbole symbolise la lentille convergente mince. Alors, le centre, c'est le centre optique de la lentille, et l'axe qui est perpendiculaire, qui passe par le centre de la lentille, s'appelle axe optique principal. Alors, pour les lentilles divergentes, ce sont des lentilles sphériques à bord épais. Alors, on remarque que le bord des lentilles est plus épais que le centre. Donc là, vous avez trois types de lentilles divergentes. La première avec une face qui est plane et l'autre qui est sphérique, qu'on appelle plan concave. L'autre avec les deux face sphérique et qu'on appelle biconcave, et celle-ci qui a cette forme on l'appelle ménisque divergente. Elle a aussi deux faces sphériques. Alors pour ces trois lentilles, on va les symboliser de la façon suivante. Alors O est le centre de la lentille et l'axe qui est perpendiculaire à la lentille qui passe par son centre s'appelle aussi axe optique principal. Alors pour ce cours, on va s'intéresser seulement
aux lentilles sphériques. Alors, je donne les lentilles divergentes pour faire la différence avec les lentilles convergentes. Alors, on va voir ceci en animation. Alors, vous avez ici une lentille convergente à bord mince. Alors, là, on montre seulement deux types. Et vous voyez que cette lentille donc agrandit l'image. C'est une lentille convergente. Alors, on va voir comment et pourquoi on dit que c'est convergente. Parce que cette lentille va converger les rayons lumineux qui arrivent parallèles à l'axe optique principal. Lorsqu'ils arrivent parallèles à l'axe optique principal, ils vont converger en un seul point qu'on appelle foyer principal image. Alors on va voir pour divergente. Alors vous voyez bien que les bords sont épais. Alors là, vous avez ici deux types de lentilles divergentes. Et si vous prenez une lentille divergente et vous regardez, alors l'image va devenir plus petite. Alors si je place un ensemble de rayons lumineux parallèle à l'axe optique principal de la lentille, alors on va voir que ces rayons lumineux vont diverger. C'est pour cela qu'on l'appelle lentille divergente. Alors, grande 2, les propriétés des lentilles sphériques minces et convergentes. On va s'intéresser seulement aux lentilles convergentes. Alors, on va voir la propriété du centre optique. Alors, vous voyez bien que si je prends un rayon qui passe par le centre optique, quelle que soit sa direction, il n'est pas dévié. Alors, tout rayon qui passe par le centre optique haut d'une lentille convergente mince et sphérique n'est pas dévié, quelle que soit sa direction. Alors ça, c'est la propriété du centre optique. Alors, on va voir le foyer principal image F'. Alors, si je prends une lentille convergente, j'envoie des rayons parallèles à l'axe optique principal. On a vu tout à l'heure qu'ils vont converger vers un seul point qu'on appelle foyer principal image. Alors, tout rayon incident parallèle à l'axe optique principal delta va émerger, c'est-à-dire il va sortir en passant par le foyer principal image que je note F'. Alors, ce que je vais appeler la distance focale image, c'est la distance algébrique au F'. La distance focale image est F' égale, alors ça c'est la mesure algébrique, au F' qui est positif, parce que je vais choisir comme sens positif le sens de propagation de la lumière. Alors, pour le foyer principal objet F, alors le foyer principal objet F est la symétrie par rapport au centre de la lentille du foyer principal image. Alors là, par exemple, j'ai 3 centimes entre O et F', j'ai aussi 3 centimes entre O et F. Alors F s'appelle foyer principal objet, F' foyer principal image, ils sont symétriques par rapport au centre optique de la lentille. Alors tout rayon qui va passer par ce foyer principal objet va sortir de la lentille parallèle à l'axe optique principal. Alors tout rayon incident passant par le foyer principal objet F, il va émerger, va sortir parallèle à l'axe optique principal delta. Alors ce que j'appelle la distance focale objet, c'est la distance algébrique OF. En prenant comme sens positif le sens de propagation de la lumière, je vois que si je me déplace de O vers F, je vais dans le sens négatif. Donc la distance focale objet F, elle est négative. Et il s'exprime aussi en mètres, même si c'est une distance qui est algébrique. Alors donc, on voit bien que parce que F et F' sont symétriques par rapport à O, on a bien F égale à moins F'. Alors, on va illustrer ce qu'on vient de voir dans cette animation. Là, j'ai une lentille convergente, biconvexe. Ça, c'est son centre optique. Alors, je vais faire passer par le centre optique des rayons qui passent par le centre optique. On voit bien que les rayons ne subissent aucune déviation. Ils passent sans aucune déviation. Alors, là, j'ai
toujours une lentille convergente. Ça, c'est son centre optique, le foyer principal image, le foyer principal objet. Alors, vous voyez bien que des rayons qui passent par le foyer principal objet ressortent parallèles à l'axe optique principal. Alors, de même, des rayons qui arrivent parallèles à l'axe optique principal ressortent de la lentille et convergent tous vers un seul foyer qui est le foyer principal image. Alors, on passe à la partie grande 3, obtention d'une image nette par une lentille sphérique mince convergente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les lentilles présentent toujours des défauts. Alors, une lentille, pour qu'il donne une image nette, doit donner donc cette image homothétique à l'objet. L'image doit être homothétique, c'est-à-dire plus grande ou plus petite, mais avec les mêmes proportions. Donc, la lentille doit donner une image homothétique à l'objet selon sa forme et ses couleurs. Les mêmes couleurs que je dois trouver dans l'objet, je dois les trouver dans l'image. Comme par exemple prendre une photo. Alors la photo doit être homothétique à la réalité, aux dimensions, c'est-à-dire aux formes et aux couleurs. Alors, la lentille, pour qu'elle donne une image homothétique à l'objet selon sa forme et ses couleurs, elle doit donc posséder les critères suivants. Elle doit posséder 3 critères. Obligatoirement 3 critères pour qu'il nous donne une image nette. Alors, le premier critère, c'est le stigmatisme. Alors, le stigmatisme, c'est-à-dire que chaque point de l'objet a un seul point image. Je ne dois pas avoir une image floue avec plusieurs points image d'un seul point objet. Donc, chaque point objet a un seul point image. Ça, on l'appelle le stigmatisme. Alors, il y a aussi l'aplanétisme. L'aplanétisme, c'est-à-dire que la lentille ne doit pas déformer l'objet. L'image ne doit pas être déformée par rapport à l'objet. Si l'objet il est plan, l'image doit aussi être plane et parallèle à l'objet. Donc, la lentille donne d'un objet plan une image plane et parallèle à l'objet. Donc, pas de déformation des images. L'achromatisme. L'achromatisme, ça veut dire que les couleurs de l'image correspondent parfaitement aux couleurs de l'objet. On va retrouver les mêmes couleurs que j'avais dans l'objet, je les retrouve dans l'image. Donc, pour qu'une lentille donne une image nette, elle doit obligatoirement posséder les 3 critères suivants. Le stigmatisme, chaque point objet a un seul point image. L'aplanétisme, l'image est parfaitement parallèle à l'objet et à même forme. L'achromatisme, les couleurs de l'image sont les mêmes que les couleurs de l'objet. Alors donc, c'est très difficile de trouver une lentille qui possède ces 3 critères. C'est pour cela qu'on va s'approcher tout simplement de ces critères. Alors, pour s'approcher des 2 premières, le stigmatisme et l'aplanétisme, on doit utiliser ce qu'on appelle les conditions de Gauss. Alors, les conditions de Gauss vont nous permettre de s'approcher du stigmatisme et de l'aplanétisme. Alors, pour réaliser le stigmatisme et l'aplanétisme, il faut donc suivre les 2 conditions de Gauss suivantes. Alors, quelles sont ces conditions? La première condition, les rayons incidents doivent passer près du centre optique de la lentille. Les rayons passent de la région qui est voisine du centre de la lentille. Il ne faut pas qu'ils passent près des bords, parce que les défauts de la lentille sont surtout au bord de la lentille. Alors nous, lorsqu'on regarde avec les lentilles des lunettes, il ne faut pas qu'on regarde à travers les bords, il faut qu'on regarde au centre, ou bien tout simplement au voisinage du centre. Là, on va voir bien net. Alors ça, c'est la première condition. La deuxième condition, les rayons incidents doivent être peu inclinés par rapport à l'axe optique principal. Alors même si on regarde à travers
près du centre, on ne doit pas regarder incliné. Si on regarde incliné, les rayons proviennent trop inclinés par rapport à l'axe optique principal, alors là, il y aura des défauts dans l'image. Donc les rayons lumineux ne doivent pas être trop inclinés. Alors si je respecte ces deux conditions, la première et la deuxième, alors j'aurai quand même réalisé le stigmatisme et l'aplanétisme. Alors, comment pratiquement on va réaliser ces conditions? Alors on va réaliser ces conditions en plaçant un diaphragme. Alors le diaphragme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va concentrer les rayons à la région qui est près du centre et il ne va pas laisser les rayons qui sont trop inclinés. Donc un diaphragme, il va cacher la lentille et il contient un petit trou qui laisse passer la lumière près du centre. Alors en utilisant un diaphragme, je m'approche des conditions de Gauss et si je m'approche des conditions de Gauss, je m'approche du stigmatisme et de l'aplanétisme. Il reste à réaliser l'achromatisme. Alors pour s'approcher de l'achromatisme, on utilise plusieurs lentilles accolées les unes aux autres. C'est ce qu'on fait d'habitude. On accole plusieurs lentilles pour avoir une correction, par exemple pour les lunettes. Alors cet accolement de lentilles nous permet de réaliser l'achromatisme. Alors on va voir en animation comment on va donc utiliser le diaphragme pour s'approcher des conditions de Gauss. Alors pour cette animation, j'ai une lentille convergente biconvexe. Alors là, j'ai un diaphragme mais avec une grande ouverture. Alors là, normalement, si les rayons sont parallèles à l'axe optique principal, ils doivent tous converger vers un seul point qui est le foyer principal image. Alors là, je regarde que les rayons ne convergent pas vers un seul point. Par exemple, ces deux rayons convergent dans ce point, les autres dans ce point, les autres dans ce point. Il y a plusieurs points où il y a une intersection entre les rayons. Alors là, c'est une lentille qui présente beaucoup de défauts. Alors pour éliminer ces défauts, je dois donc utiliser le diaphragme avec une petite ouverture. Donc je vais rétrécir l'ouverture du diaphragme. Alors en allant vers une ouverture plus petite, je vois bien que les rayons vont se regrouper en un seul point qui est le foyer principal image. Donc avec un diaphragme et une petite ouverture, les rayons qui passent près de la région du centre vont tous converger vers un seul point. Ainsi, je réalise la première condition de Gauss. Alors, pour réaliser la deuxième condition de Gauss, alors je dois incliner les rayons. Alors, j'ouvre un peu le diaphragme jusqu'aux limites, ou là. Et j'incline. Alors là, pratiquement, j'ai réalisé la première condition. Alors, j'incline maintenant les rayons. On va voir que on n'a plus un seul foyer. Il y a des points qui se regroupent là. Donc, on voit plusieurs foyers dans cette zone. Alors, on va rétrécir à nouveau le diaphragme. Alors, avec une petite ouverture du diaphragme, alors je réalise la deuxième condition de Gauss et les rayons ne sont pas trop inclinés par rapport à l'axe optique principal et j'obtiens un seul foyer. Là, c'est un foyer, pas le foyer principal, mais c'est un foyer secondaire. Alors, je reviens donc à la promenade. Je vois bien que j'obtiens un seul foyer, donc j'ai réalisé les deux conditions de Gauss, soit avec des rayons qui passent parallèles à l'axe optique principal près du centre, soit pour des rayons qui sont inclinés. Donc le diaphragme, ça corrige les défauts de la lentille et nous permet de réaliser l'aplanétisme et le stigmatisme. Alors, on va s'intéresser maintenant à
la construction de l'image d'un objet. Alors tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a deux sortes d'objets et deux sortes d'images. On a un objet réel ou un objet virtuel, une image réelle ou une image virtuelle. Alors, normalement, l'objet, si la lumière se propage de gauche à droite, dans ce sens positif, alors à gauche, on a l'objet réel et à droite, on a l'objet virtuel. C'est l'inverse pour l'image. L'image à droite, elle est réelle, elle est à gauche virtuelle. Donc, pour l'objet réel, il faut que OA, la mesure algébrique OA, il faut qu'elle soit négative. Parce qu'on se déplace dans le sens négatif. Pour un objet virtuel, il faut que la distance algébrique OA soit positive. Alors, pour l'image réelle, il faut que la distance algébrique OA', parce que je note l'image A'B' et l'objet AB. L'image doit être réelle pour OA' positif. Si l'image elle est à gauche, alors une image virtuelle pour OA' inférieure à 0. Alors, théoriquement, on doit avoir 4 combinaisons possibles. C'est-à-dire, je peux avoir une image réelle d'un objet réel, ou une image réelle d'un objet virtuel, ou une image virtuelle d'un objet réel, ou une image virtuelle d'un objet virtuel. Mais avec une lentille convergente, je n'ai pas la 4e possibilité. Je peux avoir une image réelle d'un objet réel, une image réelle d'un objet virtuel, une image virtuelle d'un objet réel, mais je ne peux pas avoir la combinaison, la possibilité d'une image virtuelle pour un objet virtuel. Alors, pour les lentilles divergentes, cette possibilité existe, mais la première n'existe pas. C'est-à-dire une lentille divergente ne peut pas donner une image réelle d'un objet réel. Ah, mais on s'intéresse ici seulement aux lentilles convergentes. Alors, donc, on va voir toutes les combinaisons possibles. Alors, on va commencer par le cas d'une image réelle d'un objet réel. Alors, cette condition se réalise si et seulement si la distance entre O et l'objet, entre le centre de lentille et l'objet, la distance OA, il faut qu'il soit supérieur à OF. Tant que l'objet est à gauche de F, là, j'obtiens une image réelle. On verra qu'il est aussi renversé. Alors, comment construire l'image? Voici l'objet. Alors, je vais considérer 3 rayons lumineux. Donc, c'est un objet réel qui émet réellement la lumière. On va considérer 3 rayons lumineux qui vont parvenir de l'objet. Alors, je prends le rayon lumineux qui est parallèle à l'axe optique principal. Là, je sais bien qu'il passe par F'. Alors, un rayon qui passe par le centre, il n'est pas dévié. Un autre rayon qui passe par le foyer principal objet, celui-là sort parallèle à l'axe optique principal. Alors, avec une bonne construction, les 3 rayons vont bien sûr être regroupés en un seul point. Ils vont avoir une intersection en un seul point B', et c'est l'image de B. Et j'utilise la condition de l'aplanétisme. L'image doit être parallèle à l'objet, donc je trace une parallèle à l'objet et j'obtiens l'image de A'. Ainsi, je vois bien que le bout de la flèche qui était vers le haut est devenu vers le bas. Donc, c'est une image réelle parce qu'il est, tout d'abord, il est à droite. C'est une image réelle et en plus, elle est réelle parce que je peux mettre ici un écran et voir l'image réellement sur l'écran. Donc, c'est une image réelle renversée. Alors, la dimension de l'image dépend de la distance entre le centre optique de la lentille et A. Alors, si la distance OA est supérieure à 2OF, je prends la distance OF et je la multiplie par 2. Si elle est strictement supérieure à 2OF, alors l'image, elle est réelle et renversée toujours, mais elle est plus petite que l'objet réel. On verra ça tout à l'heure dans une animation. Alors, mais si OA égale exactement à 2OF, alors l'image, elle est renversée et elle a les mêmes dimensions, elle est réelle renversée, mais elle a les mêmes dimensions que l'objet. Mais si OA est comprise, parce qu'elle doit être toujours supérieure à F et inférieure à 2F, donc dans l'intervalle OF de OF,
Alors l'image est réelle et renversée, comme ce cas, l'image est réelle et renversée et elle est plus grande que l'objet réel. Donc 3 cas à envisager dans le cas d'une image réelle avec un objet réel. Alors là, qu'est-ce qui se passe si j'ai la distance OA égale OF, c'est-à-dire si je place l'objet dans le plan, ce qu'on appelle le plan focal objet, c'est-à-dire OA égale à OF. Alors si je prends OA égale à OF et j'essaie de faire passer les rayons lumineux, je vais trouver que les rayons lumineux vont sortir parallèles, c'est-à-dire ils ne se coupent jamais, donc on n'obtient pas d'image, on dit que l'image est projetée à l'infini. Alors, on va voir donc le deuxième cas, une image virtuelle, mais d'un objet réel. Alors, pour avoir une image virtuelle d'un objet réel, il faut prendre l'objet, le placer entre O et F. C'est-à-dire que OA doit être inférieur strictement à OF, parce qu'on a vu le cas de OF, il est projeté à l'infini. Alors, je prends donc OA inférieur à OF. Je prends OA inférieur à OF, comme ce cas. Alors là, j'essaie de tracer un rayon parallèle, il passe par F', un rayon qui passe par le centre n'est pas dévié, je vois que les deux rayons vont diverger, alors donc ils vont se regrouper en prolongement dans un point B' qui est une image virtuelle de B. Alors avec l'aplanétisme, je construis A' et j'ai l'image qui est plus grande, mais elle est virtuelle. Alors l'image, si je place ici un écran, je ne vais pas le voir dans l'écran, il ne se forme pas sur un écran, mais si je regarde à l'intérieur de la lentille, alors là je vais voir une image plus grande que l'objet. Alors c'est ce qui se passe naturellement avec une loupe. Si vous prenez une loupe, vous regardez une écriture avec la loupe, avec une lentille convergente, là vous allez voir que l'image est plus grande, mais ce n'est pas une écriture réelle, c'est seulement une écriture virtuelle qu'on voit, une image virtuelle plus grande que l'objet. Donc c'est le cas de la loupe. Alors, on va voir le troisième cas, c'est-à-dire l'image réelle d'un objet virtuel. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un objet virtuel? Alors, on suppose que j'avais au départ une lentille L, avant de mettre L'. Et j'avais un objet réel renversé avec OA supérieur à OF. Alors, cet objet qui est renversé aura une image réelle ici AB qui est vers le haut. L'objet était vers le bas, l'image était réelle vers le haut. Alors donc cette image sera pour la deuxième lentille que je vais placer après à droite de la première lentille. Alors l'image AB va disparaître et je vais la considérer comme un objet virtuel pour la deuxième image, pour la deuxième lentille. Alors donc, un objet virtuel était avant une image réelle obtenue par une autre lentille. Et je place donc une deuxième lentille à droite de la première pour avoir à la position où il y avait une image réelle, un objet virtuel pour la deuxième lentille. Alors là, je n'ai pas mis la première lentille L pour que la construction soit plus facile. Donc, un objet virtuel était l'image réelle d'un objet réel obtenu par une lentille L, une lentille que j'avais ici, et que L' vient de cacher. Alors donc, en fait, j'ai plus rien. Là, j'ai pas d'objet, mais j'avais déjà une image réelle que je considère comme objet virtuel pour la deuxième lentille. Alors pourquoi c'est un objet? Parce que je vais obtenir une image. Alors comment construire l'image? Alors donc, il y avait un rayon lumineux qui arrivait jusqu'à B. Alors ce rayon qui arrivait jusqu'à B, après avoir rencontré la deuxième lentille, L', il va passer par F'. Le foyer principal image de la lentille L'.
un rayon qui passe par le centre n'est pas dévié. Alors je vois bien que ces deux rayons sont des rayons réels et qui vont converger en un point B', image de B. Donc j'ai bien une image réelle d'un objet virtuel qui est droite et je remarque qu'elle est plus petite. Alors l'image, je peux la mettre sur un écran, elle est vraiment réelle. Alors pratiquement, je place la première lentille, je vois l'image, je place la deuxième lentille, l'image n'est plus obtenue, je déplace l'écran, je trouve que l'image est plus petite dans une autre position. Alors l'image d'un objet virtuel est une image réelle et droite et plus petite que l'objet, quelle que soit la position. Alors je place l'objet là, je le place en F', avant F', après F', toujours elle est plus petite. Il n'y a pas de condition comme le cas d'un objet réel avec une image réelle. Donc elle est plus petite que l'objet, quelle que soit la position de l'image virtuelle. Bien sûr, l'image virtuelle, il faut qu'elle soit à droite de la lentille. Alors on va voir tout ça en animation. Alors on commence par un objet réel qui est placé à une distance OA supérieure à 2OF. Vous voyez bien que OF c'est 20 et OA c'est 82, c'est moins 82 parce que c'est algébrique. Alors là, je me rappelle que l'image est plus petite que l'objet. Alors je me déplace. Toujours l'image est plus petite parce que j'ai une distance OA qui est toujours, regardez bien les valeurs, qui est toujours supérieure à 2OF. Alors j'essaie d'avoir 2OF, voilà, à peu près. Voilà. À peu près. Voilà, c'est 2OF. Alors l'image, vous voyez bien qu'elle a la même dimension que l'objet. Alors là, le grandissement, c'est le rapport de l'image sur l'objet. Le rapport est moins 1 parce que l'image est renversée. Mais l'image a même dimension, donc si OA est égal à 2OF, l'image a même dimension réelle et renversée. Alors là, si OA est compris entre OF et 2OF, vous voyez bien que l'image elle est plus grande. Là, c'est moins de 2OF, donc l'image est plus grande. Le grandissement en valeur absolue est supérieur à 1. Alors, on prend une image plus petite, on s'approcher plus, donc toujours l'image plus grande. Mais si je place l'objet à une distance OA qui est égale à OF, vous voyez bien que les rayons sont parallèles et l'image est projetée à l'infini. Parce que l'objet est placé dans le plan focal objet. Alors là, si je place l'objet entre O et A, alors on se rappelle que l'image sera virtuelle et droite et plus grande. C'est ce qu'on va voir, par exemple là. Alors là, l'image est bien virtuelle et elle est droite. Alors, je m'approche, toujours l'image virtuelle. Et ça, c'est le cas du loop. Alors, si je regarde par là, je vais voir une image plus grande que l'objet, mais virtuel. Alors là, si je prends l'objet et je le place à droite, c'est-à-dire l'objet va devenir virtuel. Vous voyez bien qu'il est en pointillé cette fois, l'objet est virtuel. Alors, on a vu tout à l'heure qu'un rayon qui arrivait à B va passer par F', un autre rayon qui passe, donc qui n'est pas dévié, alors il est là, un autre rayon qui n'est pas dévié. Je peux même utiliser un rayon qui passe par F et qui sort parallèle. Les trois rayons vont coïncider en un point B2 et je vois bien que l'image est réelle et droite et plus petite que l'objet, quelle que soit la position. Je déplace l'image dans n'importe quelle position, j'ai ce camp, dans n'importe quelle position. Alors je vais voir un peu la construction.
Alors là, je vais prendre le cas OA supérieur à F, voir la construction. Alors je trace un rayon parallèle à l'axe optique principal et le rayon va passer par F'. Je trace un autre rayon qui passe par le centre et il n'est pas dévié. Alors deux rayons me suffit et j'obtiens donc l'image réelle et renversée. Donc je place l'objet de façon que OA soit inférieur à OF pour avoir une image virtuelle et droite, le cas de la loupe. Le rayon qui passe par le centre et j'obtiens une image virtuelle et droite. Alors je prends l'objet qui est virtuel, l'image sera réelle et plus petite, un rayon qui passe virtuellement par B, un autre rayon qui passe par le centre, il passe par F', un autre rayon qui passe par le centre, et les deux rayons vont se regrouper au point B', image de B, et j'ai bien une image réelle, droite, et plus petite que l'objet. Alors, dans la dernière partie de notre cours, c'est la partie pour les calculs, pour trouver la position et la taille de l'image. Alors, on va utiliser pour cela les formules de grandissement et de conjugaison. Je commence par la formule de conjugaison. Alors, si j'ai un objet réel, par exemple, alors cette formule est valable pour n'importe quel cas. Objet réel, objet virtuel, image réelle, image virtuelle. Alors, je prends le cas d'un objet réel avec une image virtuelle. Alors, donc, je vais prendre deux orientations. Une orientation positive pour les distances. Alors, dans ce cas, OA' sera positif et OA sera négatif. Une orientation positive pour l'objet et l'image, elle est vers le haut. Dans ce cas, AB algébrique est positif, AB' algébrique, elle est négative. Alors, cette formule de conjugaison nous donne moins 1 sur OA, on peut la démontrer bien sûr, mais on va l'utiliser comme ça, moins 1 sur OA, plus 1 sur OA' égale à 1 sur OF'. Alors si je te donne par exemple la position de l'objet, c'est-à-dire je te donne OA, il faut faire attention au signe parce que je peux te donner la distance sans signe, et OA est négatif, donc tu places OA ici négatif. Avec le signe moins, ça devient positif. Donc, moins 1, si je te donne OA, et tu connais OF', la distance focale image de la lentille, alors tu peux facilement avec cette formule déduire OA', c'est-à-dire la distance entre le centre de la lentille et l'image. C'est la formule de conjugaison. Alors, on peut vous donner aussi une grandeur C qui est égale à 1 sur OF'. Au lieu de 1 sur OF', je peux la remplacer par une grandeur C. Cette grandeur s'appelle vergence d'une lentille. Elle caractérise la lentille et elle est mesurée en dioptrie. Alors, la distance focale en mètres, donc le dioptrie, c'est le mètre moins 1. Donc, si on te donne C, il faut l'utiliser directement ici. Alors, pour avoir la taille de l'image, il faut utiliser la formule de grandissement. Alors, le grandissement, on le note gamma. Gamma, c'est la longueur algébrique de l'image divisée par le rapport entre la longueur algébrique de l'image et de l'objet. Est égal aussi, on peut démontrer que c'est égal à OA' sur OA. Donc, ainsi, et les 100 unités, parce que la distance sur distance,
Avec cette formule, si tu connais par exemple la taille de l'objet AB, les distances OA' et OA, tu peux connaître la taille de l'image. Et de façon algébrique, tu peux ainsi connaître s'il est renversé ou non. Alors, avec le grandissement gamma, alors si il est positif, s'il est positif, ça veut dire que A'B' a la même orientation que AB. Ils sont tous les deux vers le haut ou tous les deux vers le bas. Donc je vais dire que l'image elle est droite. Mais si gamma est négatif, l'image sera renversée. Si la valeur absolue de gamma est supérieure à 1, l'image est plus grande que l'objet. Si tu trouves que la valeur absolue de gamma est inférieure à 1, l'image est plus petite que l'objet. Si, par contre, la valeur absolue de gamma égale à 1, c'est le cas où OA égale à 2OF, l'image est de même taille que l'objet. Par exemple, si je te donne gamma égale à moins 2, alors en valeur absolue c'est 2, donc l'image est plus grande, et puisque c'est négatif, elle est renversée, et elle est renversée que si on a une image réelle d'un objet réel. Donc c'est une image réelle renversée et plus grande que l'objet qui est lui-même réel. Et on a vu ce cas dans le cas où OA est comprise entre OF et 2OF.